organisateurs de cette troisième assise ASAT de m'avoir invité pour présenter aujourd'hui donc une conférence initialement qui allait être présentée par notre ami le professeur Najat Lattel, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Donc cette conférence s'appelle Facteurs prédictifs de bipolarité résistante. Tout d'abord, le trouble, nous savons tous que le trouble bipolaire a des caractéristiques cliniques, mais pronostiques très hétérogènes. Et encore, en plus, on n'a pas encore de consensus sur la définition de la résistance dans le trouble bipolaire. Ceci fait que la prévalence exacte de ces troubles bipolaires résistants est encore mal connue. Alors, c'est quoi la résistance? Là, j'ai pris de façon générale, j'ai pris une définition du Dr. Bantouche dans bipolarité difficile et résistante, et qui définit la résistance comme l'ensemble des difficultés qui empêchent l'accès à une rémission clinique au long cours avec un fonctionnement préservé. Et là, nous voyons d'emblée qu'il implique le fonctionnement, une chose qui n'est pas toujours prise en considération dans les définitions de la résistance, comme on va le voir plus tard. Alors, quelle est la conséquence de ces troubles, de cette résistance au traitement dans le trouble bipolaire? D'ailleurs, le trouble bipolaire, il est connu comme étant la 6e cause de handicap dans le monde. Que dire pour les troubles bipolaires résistants? Là, la détérioration psychosociale est encore plus importante, avec une altération marquée de la qualité de vie, avec un coût direct et indirect encore plus important. Et là, dans une étude parue en 2001, Begley et Hall, on comparait ce coût-là et on conclut que comparativement à un épisode maniaque unique suivi de rémission, le trouble bipolaire résistant aurait des coûts directs et indirects 50 fois plus importants. Donc c'est énorme. Alors, on va faire le petit point sur quelques définitions sur l'évolution du trouble bipolaire pour après aboutir à les définitions actuelles en termes de résistance dans les troubles bipolaires. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle réponse? Réponse à un traitement lorsque un patient bipolaire est en décompensation. Donc, la réponse elle est définie par les Diaz-Vili, donc article paru en 2009, comme étant la réduction de 50% de la symptomatologie initiale sur l'échelle d'évaluation clinique. Pour la dépression, c'est les deux échelles les plus couramment utilisées, la Hamilton dépression et l'échelle de Montgomery et Asper. Pour la manie, on utilise souvent l'échelle de manie de Young, donc réduction de 50% de la symptomatologie. On parle aussi de rémission, et on parle de deux types de rémission. Il y a la rémission dite symptomatique, et celle-ci est mesurée par des échelles également, donc la Hamilton, la Medalès, et pour les dépressions bipolaires, Bipolar Depression Scale, pour la manie, l'échelle de Young. Cette rémission elle est définie par des scores, par exemple pour la dépression, score d'Hamilton inférieur à 5 ou inférieur à 7 selon les études, MADLS également, pour la PDRS, le score doit être inférieur à 8, pour l'échelle de Young, pour la manie, elle est inférieure à 8 ou à 5 selon les études. Mais il y a aussi la rémission dite syndromique. Donc c'est plus large lorsqu'on parle de rémission syndromique, c'est-à-dire absence de critères diagnostiques du DSM ou présence d'une symptomatologie minimale. Et on insiste sur l'absence des deux symptômes considérés comme d'au moins. Donc un des deux symptômes considérés comme carcinaux dans le DSM, c'est l'humeur triste et l'anédonie, ou encore le CGI qui est inférieur ou égal à 2. Cependant, et selon l'IASPD, ces définitions de rémission ne prennent pas en considération la durée et le pronostic fonctionnel encore. La guérison, elle est définie par une rémission de 8 semaines au moins après un épisode clinique. 8 semaines. On parle même de 6 mois. Mais il s'agit là de la guérison de l'épisode en cours, l'épisode index, et non pas de la maladie bipolaire, parce que la maladie bipolaire est par définition, c'est une maladie qui est chronique et récurrente. On parle de rechute lorsqu'on a un retour des symptômes dans les 8 semaines. On parle de récidive lorsque l'épisode clinique
on va voir les symptômes de l'épisode thymique après les 8 semaines de rémission. D'accord? Reste encore ce qu'on appelle les signes résiduels. Après une rémission, ou après une guérison, par exemple, guérison sur des échelles, oui, mais il y a toujours des symptômes, mais qui ne remplissent pas les critères diagnostiques de dépression ou de manie selon ces échelles-là. Alors, pourquoi? En fait, parce qu'il y a une composante très importante qui n'est pas évaluée et l'ISBD insiste beaucoup sur l'évaluation du fonctionnement du sujet. Le fonctionnement social, professionnel, cognitif, qui pourrait être altéré, bien sûr, au cours de l'épisode, ça fait partie même de la définition de l'épisode, mais aussi en période de timide. Et là, on a des symptômes dits résiduels. Les causes sont multiples. Pourquoi il reste des symptômes? Pourquoi le fonctionnement il est perturbé? Parce que le tempérament affectif peut causer certaines perturbations fonctionnelles sans pour autant avoir le degré ou l'intensité de l'épisode thymique, à cause des comorbidités souvent fréquentes, à cause des effets indésirables des médicaments ou des troubles cognitifs résiduels. En tout cas, l'ISBD recommande l'utilisation du Functioning Assessment Short Test pour évaluer le pronostic fonctionnel du trouble bipolaire, peut-être pour l'inclure plus tard dans les définitions de la rémission de la guérison. Voilà. Là, c'est une étude publiée en 2003 dans l'American Journal of Psychiatry et qui montre que 2 ans après un premier épisode maniaque, après 2 ans, la rémission syndromique elle est large, donc absence de symptômes, symptomatologie minimale, absence de tristesse, absence d'anédonie, elle est de 98%. La rémission symptomatique, c'est-à-dire mesurée, objective, elle est de l'ordre de 72%. Mais si on prend en considération le fonctionnement, la rémission dite fonctionnelle n'est que de 43% des cas. Voilà. Alors, comment définir la résistance au trouble bipolaire? D'emblée, je vous dis qu'il n'y a pas de consensus, ni pour la dépression, ni pour la maladie. Mais quand même, il y a quelques ébauches de définition. Pour la dépression résistante, la définition de résistance pour les formes bipolaires, elle est connue, c'est la résistance à 2 cures d'antidépresseurs à dose suffisante pendant une durée suffisante. Mais cette définition ne peut pas être transposée dans le trouble bipolaire parce qu'on ne peut pas prescrire les antidépresseurs systématiquement. On ne peut pas évaluer sur la prescription d'antidépresseurs. Certains auteurs préconisent d'étendre cette définition aux thymorégulateurs. D'autres limitent cette définition uniquement à la résistance au lithium. D'accord, il n'y a pas de consensus. Récemment, Paciarotti et Hall, dans Acta Psychiatric Scandinavia, a défini la résistance à la dépression bipolaire comme étant l'absence de réponse après 6 semaines de traitement incluant la lithothérapie, la lamotrigine associée à un autre stabilisateur de l'humeur ou encore à la kétiapine à 600 mg. Nous savons tous que la kétiapine a l'AMM pour la dépression bipolaire. À 300 mg, là, il recommande quand même 600 mg. Pour la manie résistante, généralement, on a l'habitude de décrire la résistance à la manie comme étant l'échec du traitement par le lithium, l'acide valproïque ou carbamazépine. Et au moins 2 antipsychotiques. Là encore, cette définition reste insuffisante et on essaie de définir la manie résistante autrement. Et Abbott et Toen ont proposé un modèle plutôt multidimensionnel. Et ce modèle-là, il va inclure donc des dimensions différentes telles que la durée de l'épisode, la sévérité des symptômes, les échecs thérapeutiques, est-ce qu'on a eu ou pas recours à la clozapine ou à l'ECT avec des scores en fonction de la spécification. Par exemple, durée aiguë, inférieure à 6 mois, le score il est à 1, etc. Donc pour le traitement là, échec thérapeutique, donc 2 à 3 traitements, 4 à 5 traitements, supérieur à 6 traitements, nous savons tous que souvent on a besoin à associer les médicaments. Quand même, cet auteur préconise que le traitement de première ligne devrait associer un lithium
le lithium avec un antipsychotique atypique ou encore le valproate en association avec un antipsychotique atypique. Bien sûr, il faut toujours faire attention aux pseudo-résistances avant de conclure à une résistance réelle à un épisode bipolaire, maniaque dépressif, c'est-à-dire le traitement inadéquat, le diagnostic erroné, les interactions pharmacologiques, la prise irrégulière du traitement. Voilà. Avant ça, donc avant de passer aux aspects thérapeutiques, on va essayer de voir ensemble les facteurs dits prédictifs ou associés à une résistance dans le trouble bipolaire. Et avant tout, il faut savoir que l'enjeu actuel dans le trouble bipolaire résistant, c'est d'anticiper la résistance. Puisqu'à fur et à mesure qu'on est conscient de ces facteurs, qu'on prévienne donc, certaines erreurs thérapeutiques, on peut anticiper cette résistance. Donc, détecter précocement d'ailleurs les cas difficiles ou futurs résistants en explorant dès le début ces indices-là et instaurer parfois des stratégies thérapeutiques ciblées. Voilà. Alors, les facteurs prédictifs ou prédicteurs de résistance vont inclure les facteurs liés à la clinique de la maladie bipolaire, d'une part, d'autre part, donc les comorbidités, là aussi on est dans la clinique, mais il y a aussi des marqueurs dits de résistance. Pour les facteurs liés à la maladie bipolaire, donc plusieurs auteurs ont essayé de décrire des facteurs liés à cette maladie. Un fonctionnement prémorbide qui est de mauvaise qualité est associé à une résistance ou une mauvaise réponse thérapeutique, l'âge du début précoce, le retard de diagnostic et de l'initiation du traitement. Également, la présentation clinique initiale qui n'est pas typique, telle que la présence d'hallucinations auditives, le début progressif, les éléments dissociatifs. Donc, toujours, même dans l'épisode psychotique aigu, la BDA ancienne, donc la présence de ces caractères-là, ces caractéristiques-là, sont des facteurs de mauvais pronostic, de résistance thérapeutique. Et d'ailleurs, ils sont souvent l'explication du retard diagnostique après errance de diagnostic. Donc 2, 3, 4 diagnostics avant de porter le diagnostic de bipolarité. D'autres caractéristiques liées à la maladie bipolaire sont associées à la résistance, telles que la durée plus longue des épisodes typiques, les caractéristiques psychotiques non congruents à l'humeur, la présence de caractéristiques mixtes lors des épisodes, ou encore la présence de cyclicité rapide, le nombre élevé d'épisodes surtout maniaques, l'échappement thérapeutique aux thymorégulateurs. Là aussi, si un patient échappe à un traitement, là c'est un facteur de résistance à d'autres stratégies. Prescription d'antidépresseurs et de neuroleptiques classiques, là aussi, ils ont été associés à une résistance ultérieure. Donc, il faut être très très prudent avec ces molécules-là. Également, donc, Frey, dans le nouveau livre du traitement Treatment Resist Food Disorder de Carvalho et Mark-Iltir de 2015, a montré que l'absence d'amélioration rapide au cours des 2 premières semaines du traitement sont associées à une mauvaise réponse thérapeutique et d'un fort prédicteur de non-réponse ultérieure et impose un changement rapide du protocole thérapeutique. Donc, s'il n'y a pas une ébauche d'amélioration d'emblée, il vaut mieux ne pas perdre du temps. Ça, selon cet auteur. Alors, la présence de symptômes résiduels, on l'a dit, ils sont fréquents, ils prédominent l'évolution selon les études longitudinales. Ils peuvent être de nature clinique, ils peuvent être de nature cognitive, ils peuvent être non spécifiques, mais de toutes les façons, ils sont des forts prédicteurs de résistance. Niveau A selon Frey et Hall, ils entravent le pronostic fonctionnel et précipitent les rechutes et récidives 3 fois plus de rechutes par rapport aux sujets sans symptômes résiduels. Également, l'inobservance thérapeutique qui concerne la majorité des patients bipolaires, plus de la moitié des patients bipolaires, est souvent associée à une mauvaise réponse thérapeutique, d'où il est nettement donc recommandé d'améliorer l'observance thérapeutique pour prévenir cette résistance. D'accord? Donc il faut anticiper la résistance. Ceci passe, outre donc, la prescription médicamenteuse, par des interventions psychosociales telles que la psychoéducation, les TCC
ou encore parfois pour certains patients, malheureusement, on est obligé à agir, voilà, à utiliser des neuroleptiques d'action prolongée pour améliorer l'observance au prix d'autres effets secondaires. Le deuxième groupe de caractères, de facteurs prédictifs de résistance à la bipolarité, c'est les résistances. C'est les comorbidités. En tout cas, ces comorbidités sont fréquemment décrites en littérature et lorsqu'ils sont associés, donc une comorbidité psychiatrique ou somatique associée à un trouble bipolaire, souvent l'âge du début il est déjà précoce. C'est déjà un facteur de résistance à le début. Un mauvais fonctionnement social existe. Les hospitalisations sont plus fréquentes et les rémissions sont plus lentes. Alors, parmi les comorbidités, il y a les comorbidités psychiatriques et les comorbidités somatiques. Parmi les sujets appartenant au spectre bipolaire, on sait que 75% ont au moins un trouble mental comorbide et plus de la moitié ont 3 troubles mentaux ou plus. Mais les comorbidités les plus fréquentes sont les troubles anxieux en premier lieu, les troubles liés à l'usage de substances et les troubles du comportement et des conduites. Donc, pour l'association trouble bipolaire, trouble anxieux, là, vraiment, c'est une situation qui n'est pas du tout facile à gérer, puisqu'il y a un défi thérapeutique. Donc, il y a le chevauchement des symptômes, mais il y a vraiment des interrogations quant à la prescription. Quelle molécule choisir, quelle posologie choisir, et surtout, si on va prescrire des antidépresseurs, est-ce qu'il y a un risque de virage clinique ou pas? À ce moment-là, il faut couvrir par des thymorégulateurs, etc. De toutes les façons, la prise en charge psychothérapeutique également doit être plus intense pour avoir le maximum de chances d'amélioration. L'association entre ces deux conditions, elle est associée avec un mauvais pronostic fonctionnel, une mauvaise observance thérapeutique, des épisodes dépressifs plus lents, une consommation de drogue et d'alcool plus importante, des conduites suicidaires plus fréquentes et un moins de jours dits bien. Donc, de toutes les façons, même si ces caractéristiques associées sont eux-mêmes des facteurs de mauvais pronostic. Pour les troubles de la personnalité, l'association est fréquente, qui peut aller jusqu'à plus de 50% des cas. Les personnalités paranoïaques, borderline, histrioniques, obsessionnelles sont plus fréquents dans le trouble bipolaire par rapport à la dépression bipolaire. En tout cas, l'existence de troubles de la personnalité associés, c'est un facteur de résistance et de mauvais pronostic, puisque le niveau de psychopathologie générale est plus important. Le diagnostic de troubles bipolaires est souvent négligé ou tardif au profit de troubles de la personnalité. Le fonctionnement psychosocial et professionnel est plus altéré et l'observance est également plus altérée. Le risque suicidaire il est plus accru, notamment pour la personnalité de type B, et même s'il y a une tentative de suicide, elle est plus grave, plus radicale. Pour l'association trouble bipolaire à but de substance, là aussi on a un dilemme diagnostique et un défi thérapeutique. En tout cas, lorsqu'il y a une association entre ces deux conditions, souvent il y a une troisième qui est là. Donc les symptômes thymiques sont plus sévères, la réponse thérapeutique est moindre, certaines substances peuvent induire des symptômes thymiques ou psychotiques, là il faut faire attention. Parfois on a des interactions et une potentialisation de l'effet de certaines drogues, altération à la fonction hépatique, notamment s'il s'agit de consommation d'alcool, risque de virage hypomaniaque, maniaque ou mixte avec certaines substances et surtout une moindre observance thérapeutique qui est là. Le risque suicidaire il est toujours majeur, il est plus important. Pour le trouble bipolaire et le TADA, donc c'est une comorbidité qui est trouvée dans 9 à 31% selon les études. En tout cas, l'impact il est négatif, même si on remet en cause parfois le diagnostic positif du TADA chez l'adulte. De toutes les façons, si elle est là, cette association, l'âge du début il est plus précoce, 5 ans. Également, le pronostic il est plus sévère, les épisodes thymiques sont plus sévères, le risque suicidaire il est majoré, le fonctionnement il est plus altéré, les récidives sont plus fréquentes, les périodes de stabilisation sont courtes, les dépressions sont plus fréquentes, avec plus de comorbidité
avec l'utilisation de substances. Pour les troubles des conduites alimentaires, la prévalence elle est de 5 à 12%. En tout cas, le cours évolutif du trouble bipolaire il est plus sévère, avec un âge de début plus précoce, un nombre important d'épisodes, des tentatives de suicide plus importantes et des cycles rapides plus fréquents. Donc, également la dépression, on a dit, plus sévère, la qualité de vie est plus altérée et les autres comorbidités psychiatriques sont plus fréquentes. Également les comorbidités somatiques, surtout en rapport avec l'anorexie, elles sont fréquentes et voire qui peuvent contre-indiquer certains thymorégulateurs, surtout si la fonction hépatique est altérée, etc. Alors, les comorbidités somatiques, c'est aussi un facteur de résistance, prédictif de résistance aux troubles bipolaires. La prévalence des comorbidités somatiques, toutes pathologies organiques confondues, est de 59%, c'est pas peu. Il y a les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, le diabète, les dysthyroïdies qui sont en tête de liste, mais ça ne s'arrête pas, il y a plusieurs comorbidités. En tout cas, la probabilité de réponse positive au traitement dans le trouble bipolaire diminue de 20% pour chaque atteinte organique supplémentaire. Pour les patients bipolaires, ils sont souvent multicarrés, surtout avec l'avancement en âge. Alors, il y a une relation dite bidirectionnelle entre les maladies somatiques, les maladies psychiatriques et certaines étiologies où la hypothèse sont devenues des cibles thérapeutiques, surtout en cas de résistance. Alors, les astrocytes, les cellules de microglie sont souvent impliquées. On connaît qu'ils ont un rôle central dans la régulation des phénomènes neuro-inflammatoires, oui, mais aussi dans le stockage et la libération des neurotransmetteurs impliqués dans le trouble de l'humeur. Donc c'est une piste qui est intéressante. Également, les cytokines ont un effet sur la libération des neurotransmetteurs. D'autre part, le stress oxydatif donc, est impliqué dans la genèse des troubles de l'humeur. Et parfois même, certains déséquilibres hormonaux peuvent être à l'origine ou participer aux troubles bipolaires. De notre côté, la sédentarité, le tabagisme, l'obésité, l'abus d'alcool, les troubles métaboliques, les événements de vie stressants, les traumatismes précoces, dans toutes ces conditions-là, on retrouve, donc les études ont montré qu'il y a une activation des cytokines et des cellules gliales, il y a une cascade de phénomènes inflammatoires avec une toxicité neuronale et aussi résistance au traitement qui a été associé. Le troisième versant concerne les marqueurs de la résistance au traitement dans le trouble bipolaire. Et on a plusieurs marqueurs. Par exemple, les marqueurs électriques. Donc, il y a des données préliminaires du domaine de la recherche qui ont montré que la présence d'anomalies non épileptiformes à l'EEG serait associée à une mauvaise, la non-réponse carrément au lithium. Je ne sais pas si Païxi confirme ça ou pas, donc sûrement elle va nous parler après. Donc, des nouveautés sur le lithium. Les travaux sur les taux périphériques de BDNF et la réponse thérapeutique dans le trouble bipolaire ont été associés également. D'autre part, des données préliminaires du domaine de la recherche ont montré une corrélation entre la réponse au lithium et les modifications de la matière grise, et notamment l'augmentation du volume de la matière grise, particulièrement au niveau du cortex préfrontal. Voilà, ce sont grosso modo les facteurs prédictifs de résistance aux troubles bipolaires, et je vais essayer d'être plus brève pour aborder les approches thérapeutiques du trouble bipolaire résistant. D'emblée, il faut savoir que les approches pharmacologiques, dans ces approches-là, il y a peu d'essais thérapeutiques avec qualité méthodologique valide, taille d'échantillon, la durée, le suivi, donc l'étude elle est en double aveugle ou pas, les contrôlés ou pas. En tout cas, les études, les essais qui ont été faits concernent surtout la dépression bipolaire résistante, plutôt ça. Alors, concernant la manie résistante, donc la place de la clozapine. La clozapine a une place dans la manie résistante en monothérapie ou en ajout. Elle réduit la fréquence et la durée des hospitalisations. Et comparativement à d'autres troubles psychotiques résistants, tels que la schizophrénie ou le trouble délirant résistant, mais surtout la schizophrénie résistante, la clozapine, dans le trouble bipolaire, est associée à des taux plus élevés de réponse thérapeutique et à un meilleur fonctionnement psychosocial. Donc ça, c'est compréhensible. La maladie bipolaire, si elle est stabilisée, elle est de meilleur pronostic. Que dire si le traitement il est efficace. Donc
L'olanzapine en monothérapie apporte un taux de réponse de 88% avec 78% qui obtiennent une rémission, selon Chen et Paul, en 2011. En tout cas, il insiste quand même sur la nécessité d'adjonction de la metformine pour limiter les effets du syndrome métabolique. L'aripiprazole, en phase aiguë, selon Shi, Wei, Pun et Hall, donc je m'excuse pour la prononciation, donc aurait une efficacité en phase aiguë. Cette efficacité elle est incertaine dans le traitement de maintenance. Elle pourrait être associée à la clozapine chez les patients résistants à la clozapine seule. Donc c'est une stratégie, c'est une alternative qui peut être utile. La prégabaline, dont le mécanisme d'action est le suivant, il se lie à la sous-unité alpha-2-delta des canaux rotale dépendants dans le système nerveux central avec réduction de la libération de glutamate et de noradrénaline. Donc, l'adjonction au traitement standard efficace en phase aiguë chez les patients bipolaires résistants peut s'avérer utile pour certains patients. L'eslicarbazépine, ça c'est un nouveau antiépileptique de 3e génération qui est proche de la carbamazépine et de l'oxcarbamazépine avec moins d'effets secondaires, a été utilisé avec succès en monothérapie en phase aiguë et comme traitement de maintenance chez les patients souffrant d'effets indésirables invalidants sous d'autres immunorégulateurs. Quand même, ce n'est pas de première intention. Alors, concernant les dépressions bipolaires résistantes, donc, selon la CalMat, on utilise surtout les deux traitements qui ont été approuvés, c'est la kétiapine ou la combinaison olanzapine-fluoxétine. Cependant, d'autres molécules ont montré leur efficacité. La lamotrigine, nous savons tous, elle est utilisée en monothérapie et en association avec d'autres traitements. Elle est associée à une réduction des symptômes dépressifs et à une amélioration du fonctionnement. Là aussi, l'association pourrait être intéressante entre la lamotrigine et la kétiapine. En fait, chez les patients ayant résisté à ces traitements seuls ou en combinaison avec d'autres traitements standards, on a obtenu un taux de rémission qui est important avec une amélioration syndromique et subsyndromique sur une période de 3 mois. Selon Antouche en 2013, pour lui, la lamotrigine a une place incontournable et toute dépression bipolaire résistante mérite un essai thérapeutique avec la lamotrigine, surtout quand le trouble bipolaire est plutôt à polarité dépressive dominante, avec une tendance à la cyclicité rapide ou présence de l'habilité affective assez prononcée. La kétamine, c'est un antagoniste des récepteurs NMDA centraux qui a montré son efficacité dans la dépression et surtout sa rapidité d'action sur la dépression et sur les idées suicidaires. Donc Zarat et Hall, en 2012, a même essayé la kétamine en perfusion intraveineuse et pour lui, ça pourrait avoir une action antidépressive et anti-suicidaire rapide dans la dépression bipolaire résistante. Bien sûr, ceci mérite d'être validé. Donc le pramipexol, le Cifol, c'est un agoniste dopaminergique qui serait efficace dans la dépression bipolaire résistante, surtout celle de type 2. Le modafinil a montré ses bénéfices sur la dépression bipolaire résistante sans émergence de manie, donc sans induction de virage, avec une meilleure tolérance de l'adjonction du modafinil comparé au pramipexol dans le traitement de la dépression bipolaire résistante si on envisage une adjonction thérapeutique. Les hormones thyroïdiennes également, surtout l'ajout d'hormones T3 en cas de dépression résistante a montré son efficacité et ça c'est une stratégie qu'on connaît depuis longtemps pour la dépression unipolaire. Pour le bupropion, également l'ajout du bupropion à des traitements complexes chez 13 patients avec dépression résistante 1 ou 2 apporte un taux de 72% en amélioration sans survenue de virage maniaque ou d'exaltation excessive a été monté selon Apple et Hall en 2002 et ceci a été reproduit en 2010 par Tondo et Hall. Alors pour le traitement prophylactique au long cours, donc on insiste sur l'intérêt des combinaisons des thymorégulateurs, le valproate lithium, valproate carbamazépine, lithium et carbamazépine.
La combinaison de deux thymorégulateurs a une efficacité au long cours de toutes les façons meilleure qu'un seul thymorégulateur, et surtout pour le lithium, dont l'efficacité tend à diminuer avec le temps quand il est prescrit tout seul, le phénomène d'échappement, ça selon Antouche en 2013. La clozapine serait efficace au long cours sur les symptômes thymiques et le pronostic fonctionnel, là ça a été étudié. L'olanzapine en association avec d'autres thymorégulateurs. Le topiramate ne serait pas efficace à la phase aiguë. Donc, une étude contrôlée versus placebo a montré l'absence de bénéfice quand il est ajouté au traitement en cours. Donc, ce n'est pas très utile selon certains auteurs. Un essai non contrôlé a montré un effet bénéfique sur une période de 6 mois en association à d'autres traitements standards. En tout cas, il faut retenir que le topiramate pourrait être intéressant lorsqu'on a un syndrome métabolique assez important, puisque la topiramate elle favorise la perte de poids. Donc ça c'est ciblé. Lorsqu'on a un syndrome métabolique, on va essayer quand même avec la molécule topiramate. D'autres molécules qui ont été essayées, telles que les inhibiteurs mécanocassiques, les résultats sont controversés dans le traitement de maintenance. La mémarquine, qui est un antagoniste NMDA, son ajout apporte une amélioration globale sur 1 an et demi de suivi pour le traitement de maintenance. Il y a de nouvelles cibles thérapeutiques pharmacologiques. Et on parle de neuroprogression pour dire que la détérioration, l'aggravation progressive de la maladie bipolaire se fait au cours du temps. Et le substratum biologique de cette neuroprogression, de cette aggravation avec l'évolution dans le temps, est le stress oxydatif, l'activation immuno-inflammatoire, les dysfonctions mitochondriales, l'apoptose et les facteurs neurotrophiques. Donc ainsi, la réponse au lithium est équivalente à la réponse au placebo chez les patients ayant plus de 10 épisodes thymiques. Là, ce n'est plus efficace d'ajouter le traitement. Donc, d'une part, l'échappement, d'autre part, la durée a été longue. L'efficacité de l'olanzapine dans l'analyse, elle est meilleure chez les sujets ayant moins de 5 épisodes thymiques. Également, même pour la TCC, ça a été montré qu'il y a de meilleurs résultats si le nombre d'épisodes antérieurs est inférieur à 5. Donc, ça participe à la compréhension de la neuroprogression, de l'aggravation de la maladie au fil du temps et de sa résistance. Donc, apoptose et facteurs neurotrophiques. Le lithium, il régule ces phénomènes d'apoptose. La lamotrigine, elle régule l'apoptose, mais protège aussi de l'excitotoxicité glutamatergique. Elle a une action neuroprotectrice synergique avec le lithium, et parfois on associe la lamotrigine avec le lithium avec de bons résultats. Plusieurs antipsychotiques atypiques régulent le taux de BDNF, contrairement à l'allopéridol. Donc, également, les facteurs immuno-inflammatoires qui ont été mis en évidence, puisque le trouble bipolaire a été associé à des niveaux élevés de cytokines pro-inflammatoires, suggérant une activation chronique du système immunitaire. Et là aussi, on voit que le lithium, le valproate et certains antipsychotiques atypiques diminuent ces phénomènes. Mais, de notre côté, la prise de poids, le syndrome métabolique augmente ce phénomène. D'où l'effet sur l'inflammation n'est pas très bien établi. Donc il faut rechercher encore. Quand même, certains agents anti-inflammatoires, partant de cette hypothèse-là, ont montré leur efficacité, tels que les inhibiteurs de la cyclooxygénase 2, COX-2, tels que le célécoxib, qui n'est pas encore en Tunisie à ma connaissance. En tout cas, la COX-2, c'est l'enzyme qui favorise la synthèse de la prostaglandine E2 et qui augmente la production de la cytokine. Donc, inhiber cette enzyme-là, on va inhiber la production de cytokine et on va avoir, ça a été montré, des effets positifs sur les symptômes dépressifs. L'aspirine, certains auteurs ont dit que ça peut être utile puisqu'il y a une efficacité chez les patients bipolaires avec CLP ou autres marqueurs d'inflammation qui a été élevée. Les statines également, qui ont une action anti-inflammatoire. Pour le stress oxydatif, donc on essaie de limiter les effets du stress oxydatif. Ceci peut améliorer la réponse thérapeutique et améliorer les symptômes tels que la N-acétyldéhyne, ginkgo-biloba, sélénium, zinc, coenzyme Q10, etc. Là aussi, c'est les facteurs nutritionnels qui peuvent être impliqués.
La dysfonction mitochondriale, donc certains agents antioxydants sont importants pour la fonction mitochondriale, tels que les coenzymes Q10, vitamine C, vitamine E, etc. Donc cette piste peut être utilisée. Là, pour l'hypothèse endocrinienne, là c'est une étude en double aveugle de Watson en 2012 qui a ajouté un antiglucocorticoïde, donc la mifepristone, pardon, je ne suis pas habituée à ce traitement, pendant une courte durée dans le traitement de la dépression bipolaire. Il a trouvé une amélioration des fonctions cognitives, mais pas sur les fonctions thymiques. Donc l'hypothèse, l'amélioration de la fonction des récepteurs cognitifs minéralocorticoïdes au niveau de l'hippocampe pourrait aboutir à cette amélioration cognitive. Donc la prise en charge psychosociale aussi est très importante à prendre en considération. Avant tout, il faut évaluer globalement les patients, les événements de vie, le style de vie, son bien-être psychologique, ses relations familiales, son comportement lié à la vie. Et en fonction des dysfonctionnements, on va opter pour telle ou telle stratégie, des mesures psycho-éducatives, les TCC, les thérapies de pleine conscience, la remédiation corporelle, les thérapies interpersonnelles avec aménagement des rythmes sociaux ou les thérapies familiales. L'électroconvulsivothérapie, là aussi elle a toujours sa place dans les troubles résistants, les troubles psychiques généralement résistants, également dans les troubles bipolaires. Dans la dépression résistante bipolaire, elle a été associée à une réduction des symptômes dépressifs. Cette efficacité elle est légèrement moindre dans la dépression bipolaire de type 2. Donc, le CT serait plus efficace dans le trouble bipolaire de type 1. Pour la manie résistante également, donc ça on le sait depuis longtemps, la sismothérapie peut être utile pour certaines formes résistantes, notamment les épisodes maniaques et mixtes, et particulièrement dans la manie délirante, confuse ou catatonique. Donc le CT de maintenance a été aussi préconisé, mais il n'y a pas de consensus ni sur la durée ni sur la fréquence des séances. La stimulation magnétique transcrânienne a permis d'améliorer certains patients qui sont résistants. Parfois, on utilise la stimulation angulaire vague ou encore la stimulation cérébrale profonde qui a montré certains résultats, mais ces méthodes ont été utilisées dans les troubles dépressifs, essentiellement dans les dépressions résistantes et particulièrement les dépressions unipolaires. Donc il faut encore préciser et affiner la recherche pour la dépression bipolaire. Voilà. Privation du sommeil combinée avec la luminothérapie intensive. Donc c'est une stratégie qui a été adoptée par Benedetti et Wolf, et donc article publié en 2005. Donc il a associé chez 60 patients bipolaires avec dépression bipolaire résistante ces stratégies de traitement habituelles et il a trouvé que quand même 44% s'améliorent après une semaine, 17% au terme de 9 mois de suivi. Donc, et je finis par dire qu'il y a actuellement un besoin de définir la résistance, particulièrement dans le trouble bipolaire, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de consensus. On connaît les facteurs, on connaît de mieux en mieux les facteurs annonciateurs, prédictifs de futures résistances, et c'est là qu'il faut agir pour éviter cette résistance. Donc, il faut également identifier précocement les troubles comorbides et combattre, si on peut, les signes résiduels avec des stratégies qui sont ciblées. Et je vous remercie pour votre attention.